Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laure. Bonsoir Pierre. Bon, bienvenue à ce webinaire qui va aujourd'hui être fait pour les Européens, je crois. Je suis sûr même. Et donc qui va présenter sous un nouvel angle l'expatriation et l'immobilier, dans le sens où nous allons voir s'il existe un âge idéal pour emprunter et investir. Donc ça va se passer en deux périodes. Donc d'une part la présentation de Laure et moi-même sur ces éléments de prêt et d'investissement. Et puis dans une deuxième partie, donc nous répondrons à vos questions qui seront d'ordre général. Tout ce qui est d'ordre personnel et un peu pointu, n'hésitez pas à les noter et nous les demander par email. Vous verrez, il y a bien nos coordonnées qui vont vous être données tout au long du webinaire. Voilà, donc notez bien vos questions et puis dites-nous de où vous venez. C'est bien de savoir dans quel pays vous êtes quand vous posez des questions. Voilà. Donc je laisse la parole à Laure Lewis pour carte financement et moi je prendrai la parole ensuite pour Valorama pour les assurances. Donc carte financement pour le crédit. Alors, avant de vous répondre à cette fameuse question, existe-t-il un âge idéal pour investir et emprunter quand on est expatrié? On a pensé que c'était important de vous rappeler le contexte. En effet, on arrive en fin d'année et cette année a été plutôt très favorable pour l'immobilier, grâce notamment et toujours grâce aux taux qui sont de plus en plus bas et aux quantités d'intervention qu'octroient les banques de plus en plus hautes. Typiquement, aujourd'hui, on peut emprunter à 1,13% en moyenne sur 20 ans pour un foyer français, ce qui est un très très bon taux, hein, un taux de moyenne. On parle parfois de 0,90 sur 20 ans sur des très très bons dossiers. Les banques se sont vraiment lancées dans une concurrence féroce cette année. Le changement de banque étant souvent motivé par un projet immobilier uniquement, hein, le client est prêt à changer de banque uniquement pour un taux. Donc elles n'ont pas hésité à casser les prix aux dépens de leurs résultats. Et donc je pense qu'elles vont faire nous pensons qu'elles vont faire une mauvaise année, hein. On parle surtout de la banque de retail, puisqu'elles ont prêté à des taux négatifs et à des marges négatives. On s'attend au premier semestre à avoir une intervention de l'exécutif, hein, par rapport à ça, qui commence à s'inquiéter sur l'endettement des ménages, sur le rallongement de la durée des prêts. Donc on pense que peut-être qu'ils vont émettre une loi par rapport à un taux de plancher, hein, s'assurer que la banque, malgré tout, arrive à marger sur le dossier et va peut-être revoir les quotités d'intervention et demander aux ménages français de mettre un peu plus d'apport dans leur projet. Bien évidemment, il y a toujours la réglementation qui est un grand sujet. Vous avez sûrement pu le constater quand vous avez fait vos virements depuis votre pays de résidence vers la France. On vous a posé peut-être un peu plus de questions sur la provenance de ces fonds. Donc la conformité est toujours d'actualité et de plus en plus, hein. Les pays échangent de plus en plus également. Vous êtes toujours aussi sensible à l'immobilier en tant qu'expatrié. Pour information, HSBC a sorti un, un survey concernant l'expatriation et vous êtes propriétaire à hauteur de 36% dans votre pays de résidence et à hauteur de 39% dans votre pays d'origine, la France. Donc les signaux sont toujours ouverts pour emprunter en tant que non-résident pour 2020. Très bien. Qu'en est-il de l'assurance? Alors, en ce qui concerne l'assurance, vous ne serez pas sans savoir, je pense, qu'elle est tout le temps demandée par les banques en France, sauf très très exceptionnellement, mais elle est obligatoire en France. Et donc qu'est-ce que c'est que cette assurance? C'est pour couvrir le prêt en cas de décès et en cas de maladie, invalidité et incapacité de l'emprunteur. Donc à la base, c'est pour couvrir la banque, mais c'est aussi une sécurité pour le conjoint et la famille. Cette assurance, d'autant plus que les taux tendent à baisser, on ne sait plus trop vers quel bas historique, elle a un coût qui devient de plus en plus important et qu'il faut surveiller. On va en parler et c'est l'objet de notre société Valorama.
Alors, nous avons, décidé de changer un petit peu d'angle pour aborder, l'immobilier en tant que non-résident. C'est vrai qu'on emprunte et on investit différemment selon notre tranche d'âge, selon le moment de notre vie. On emprunte différemment à 20 ans qu'à 60 ans. Il y a forcément un âge idéal, oui et non, on verra en fonction des tranches d'âge. Vous verrez que selon certaines observations, il y aura peut-être des préjugés, des stéréotypes. Mais Pierre et moi, nous évoluons auprès des expatriés et de la clientèle internationale depuis plus de Depuis 10 ans très maintenant. longtemps, On on a n'a pas pu l'âge. observer des changements de comportement. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes à s'expatrier. Il y a également aussi des personnes qui souhaitent de plus en plus s'expatrier en retraite. Donc il y a plein de changements, il y a des nouveaux pays, des pays émergents, c'est très enrichissant. Donc voilà, on a à peu près catégorisé par tranche d'âge et puis nous allons voir ensemble la tranche d'âge 20 à 30 ans, hein, donc les jeunes. Juste avant Oui. de débuter, les slides vont vous être envoyés par email, vont être communiqués sur YouTube et vous pourrez y accéder facilement. On va communiquer, donc tous ceux qui se sont inscrits recevront les liens pour regarder tranquillement ou quoi s'ils n'ont pas le temps d'être tout le temps là. Voilà. Donc le contexte entre 20 et 30 ans, Donc c'est vrai que vous qui est êtes de notre âge. on aimerait bien, enfin tu aimerais bien. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes à s'expatrier. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de programmes d'échange. Il est important de parler une langue étrangère notamment. Il y a des programmes comme des VIE, Erasmus. Et puis tout simplement parce que parfois dans certains pays, le contexte de l'emploi est plus favorable qu'en France et vous avez envie de commencer à des salaires un petit peu plus élevés. Ou tout simplement, vous y allez pour l'enrichissement. Donc vous êtes très nombreux à nous contacter et puis surtout, il est important de mettre le pied à l'étrier le plus jeune possible si vous voulez construire votre parc immobilier. Donc vous nous contactez souvent pour des investissements locatifs, hein, souvent dans le neuf ou dans l'ancien. En termes de budget, on va être entre 100 000 et 250 000. Le petit bémol que je mettrais pour vous, clientèle de 20 à 30 ans, c'est que très souvent, vous voulez commencer le plus vite possible. Vous n'avez pas toujours terminé votre période d'essai, donc ça, il faut l'avoir validé. Ou vous êtes peut-être en CDD ou en VIE. Donc là, c'est des contrats qui ont des dates de fin. Donc ce n'est pas forcément des conditions favorables pour emprunter, puisque les banques cherchent vraiment des contrats permanents. Ok, stable. Donc en général, vous avez tous des bons revenus, hein, c'est pas ça le sujet. Là où ça pêche un tout petit peu pour la demande de prêt, c'est avoir l'apport requis pour emprunter en France, puisque quand on est non-résident, on vous demande entre 20 et 30% avec les frais de notaire. Donc vous avez aussi parfois l'aide de vos parents, et ça c'est une bonne démarche pour vous aider dans ce premier projet. Sachez que vos parents peuvent vous aider à hauteur de 100 000 euros par enfant et par an, tous les 15 ans. Attention, il faut bien que ce soit réglementé auprès du service des non-résidents en faisant tamponner le bulletin CERFA pour que la banque accepte cet apport comme une preuve d'apport. Ouais. Et D'accord. concernant l'assurance, c'est très favorable. Alors, pour l'assurance à 20 à 30 ans, en général, il n'y a pas trop de problèmes. Les banques vont généralement demander des garanties complètes si c'est l'achat d'une résidence principale pour quelqu'un qui habite à côté de la France et qui achète une future résidence principale, par exemple. On demandera en général la base DCPTIA plus ITT-IPT, IPP, qui sont les garanties complémentaires, c'est l'arrêt de travail, donc la maladie. Voilà un petit peu, ça c'est valable pour tous les âges. Hein. Et la particularité à l'âge de 20 à 30 ans, c'est que ben, là, les tarifs sont incroyablement bas si vous n'avez pas de pathologie, bien sûr, mais pensez donc bien à comparer et à demander des devis à des courtiers, par exemple, et pas que regarder l'assurance de la banque, je pense. Voilà. On Alors, passe à 30 ans. de 30 à 40 ans, on est, on va dire, dans un contexte plutôt de vie de couple, vie de famille, hein,
Donc souvent, on voit les projets à 2 hein, dans cette, tranche d'âge-là. 56 des Français s'expatrient en couple, hein, tout de même, avec 2 tiers avec des enfants. Donc là, se pose souvent la question de l'union, hein, quel type d'union? Le mariage, est-ce que c'est un mariage par, régime sous la communauté? La séparation de biens? Si vous êtes en concubinage, avez-vous fait un PACS? On ne pourra pas emprunter de la même manière, en fait. Chaque type d'union a une incidence sur la façon d'emprunter et la façon d'acheter également. Donc ça, c'est vraiment des sujets, qu'on valide, très en amont. Parfois, on se marie en France en pensant, que le régime par défaut, c'est la communauté, alors que, en fait, le régime évolue, hein, sans le savoir. Si vous habitiez, par exemple, aux Émirats et vous avez juste fait le mariage en France l'été, en fait, si vous restez au moins 2 ans aux Émirats, bah, vous êtes en séparation de biens sans le savoir. Donc il est important de prendre conseil auprès d'un notaire et surtout de bien figer, ce contrat de mariage. Donc voilà. Et en termes de projet type, vous êtes, toujours à nous poser des questions sur les investissements locatifs ou vous préparez tout simplement l'achat de la future résidence principale quand vous êtes sur des périodes d'expatriation assez courtes. Vous en profitez de votre bonne situation financière pour justement emprunter pour la future résidence principale. En général, on est sur des projets entre 350 et 550. Vous êtes, vous nous abordez avec une bonne capacité, d'épargne, donc vous avez en général toujours l'apport requis, hein, puisqu'en plus vous empruntez à 2, donc chacun a son apport. Hem, Vous avez en plus, des possibilités de faire des effets de levier avec les banques, hein. Certaines banques vous prêtent jusqu'à 100 sachez-le, si vous êtes prêt à donner de la contrepartie financière et à nantir un peu d'épargne chez eux. Pour Et pour l'assurance? l'assurance, Alors pour l'assurance, c'est l'âge moyen où on nous consulte, hein. Alors là, comme en général, on fonde un foyer, on a un double intérêt pour cette assurance. Parce que, souvent les expatriés commencent à nous demander: «Tiens, comment ça se passe si dans mon pays j'ai un problème?» Donc voyons un exemple, de coût, pour quelqu'un de 35 ans, par exemple. Un salarié de 35 ans qui fait un prêt de 400 000 euros sur 20 ans, bon, on regarde les 2 exemples, c'est, généralement les banques, proposent une assurance et aujourd'hui, donc la loi vous permet d'aller faire votre marché ailleurs et de prendre une assurance, tout comme, quand vous avez une voiture, vous n'allez pas la prendre avec l'établissement financier qui vous l'a prêtée. Donc généralement, les taux bancaires, les contrats bancaires sont des contrats associatifs et groupés, et donc conviennent au grand nombre, mais ne sont pas toujours adaptés à des personnes ou à des personnes jeunes, donc 30, 40, 45 ans, c'est jeune. Il y a un gros gap, par exemple ici, donc on a 60% d'écart. En général, c'est un taux de 0,20 pour une DCPTIA classique, et un taux, si on va trouver dans la concurrence, on peut trouver du 0,08, voire même plus bas. J'ai pas voulu trancher trop, mais on peut encore concurrencer ces taux à cet âge-là de 35 ans. Voilà, donc sachez que le taux d'une assurance est très important, puisque c'est pas comme le taux d'un prêt bancaire. Le taux d'intérêt du prêt va diminuer avec le capital restant dû au fur et à mesure des années, alors que le taux d'assurance, quand on dit je paye 0,20% annuellement, eh bien vous payez bien 0,20 tous les ans. Euh, Alors que le taux d'intérêt du prêt, c'est pas un taux que vous payez tous les ans. Il diminue, et donc, en fait, on ne paye pas vraiment le taux dont on parle en intérêt bancaire. Donc, l'assurance est très importante proportionnellement aujourd'hui. Voilà. Euh, on passe à la tranche d'âge supérieure, 40. Là, on est dans le vif du sujet. alors souvent c'est un âge, où il y a beaucoup de modifications dans vos vies. C'est des événements, parfois, malheureux, hein, douloureux. Donc ça peut être la séparation, Eh ouais, le divorce, ça arrive. la rupture du pacte si vous n'êtes pas forcément marié. C'est aussi l'âge où on perd, ses parents, donc on reçoit un héritage,
La question de racheter la part de l'un ou de l'autre se pose. On se pose aussi beaucoup de questions en termes de carrière professionnelle. On se dit c'est peut-être le moment de lancer son activité à l'étranger. Alors sachez que si vous lancez votre activité, vous pouvez nous contacter, mais il faut au moins 3 ans de bilan. Et bien évidemment, ce que vous versez en tant que salaire, il faut que ce soit bien visible sur vos avis d'imposition. En termes de projet type, vous êtes assez nombreux dans le cas de divorce ou justement ou en cas d'héritage, si vous voulez racheter la part de l'un ou la part de l'autre, à nous consulter pour des rachats de soult. Donc là, c'est pas toutes les banques qui sont en mesure de comprendre. Pourtant, c'est assez simple, mais c'est juste il faut juste bien aborder le sujet ensemble et en amont, bien travailler avec votre notaire. Vous posez aussi la question de la résidence secondaire. En effet, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous savez un petit peu où vous allez en vacances assez souvent quand vous rentrez en France et vous vous dites ben, pourquoi pas acheter la résidence secondaire ou le pied-à-terre parisien. Vous êtes aussi très nombreux à nous consulter sur des petites surfaces du type studio parce que vous voulez préparer à l'arrivée de vos enfants en tant qu'étudiants, peut-être étudiants à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, donc dans l'ancien ou dans le neuf, avec un bail commercial ou sans bail commercial. Vous aurez tous les slides par email et par communication après tous les gens qui se sont inscrits au webinaire. Pas de problème. Et concernant le profil, votre capacité d'épargne est toujours aussi bonne. Hein. Il y a vraiment, on peut constater des dépenses parfois peut-être un peu croissantes liées aux enfants, mais vous êtes sur un très très bon niveau de rémunération. Vous êtes au top de votre carrière et vous avez déjà un patrimoine bien constitué, un patrimoine immobilier. Attention, parfois quand même, on a des sujets sur l'endettement, hein, même si vous avez des très bons revenus et un beau parc immobilier, on peut vite arriver à un taux d'endettement assez élevé. Donc d'où l'importance de nous contacter. Et concernant l'assurance emprunteur, ça commence un petit peu à se corser hein, quand même pour le Tu coût de crois? l'assurance. Non, franchement, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on assure jusqu'à 95 ans. Waouh! Donc 40 ans, 50 ans, ça reste encore très jeune. Et il y a toujours des bonnes affaires à faire et à trouver les meilleurs tarifs. Donc par exemple, si on fait un investissement locatif, des CPTIA, donc les banques vont demander seulement la base des garanties des CPTIA, sachez-le. Et si on achète sa résidence secondaire, les banques vont demander éventuellement les garanties complémentaires, donc ITT, IPT, IPP. C'est surtout les Sache, assurances groupes alors qui commencent à coûter cher au sein des banques. ou, Heureusement que tu proposes des tarifs intéressants. tout à fait. Bon, donc en fait, vous aurez la possibilité de comparer l'assurance groupe et les assurances externes que les banques appellent délégation d'assurance. Aujourd'hui, c'est un droit que vous avez. Sachez que vous avez la possibilité de faire sans examen avec certains assureurs jusqu'à 1 250 000 euros. Donc, à 45 ans, parfois, on a des montants de ces montants-là et plus gros. Voilà, on peut faire ça dans des délais très rapides, alors que les banques, parfois, sont certains contrats d'assurance sont très plafonnés pour les examens, en général à 350 000 euros. Donc nous, on peut arriver à faire des miracles sur les examens. Si les examens sont nécessaires, ils peuvent être faits dans votre lieu de résidence. Voilà, donc aucun problème. On lit l'anglais, voire même l'espagnol et le néerlandais. Donc il n'y a pas de problème. Quand on a 50 ans, 50 à 60 ans, bien évidemment, entre 50, c'est pas tout à fait pareil que 60. En 50, on peut encore tout à fait emprunter et je pense être assuré hein, sans souci. C'est plus des revenus. Hein. Les banques vont anticiper peut-être votre revenu à la retraite. Donc vous êtes vraiment dans un contexte et dans une optique de transmettre votre patrimoine. Et vous pensez peut-être à mettre en place une SCI, une SARL de famille dans le but de transmettre. Donc sachez que ces projets sont techniquement faisables. Hein. C'est juste en dessous de 500 000 euros, on aura beaucoup moins de partenaires bancaires parce que là, on va mélanger de la structure, aussi bien du non-résident et en plus de la transmission. Donc on ne va pas forcément avoir des conseillers affûtés
et armé pour monter ce type de projet. Vous êtes aussi dans une optique de préparer votre retraite et votre retour en France, donc peut-être votre future résidence principale en tant que retraité. Vous pensez peut-être aussi à des acquisitions à l'étranger. Donc là, c'est possible si vous avez un bien libre de dette en France et si il faudra bien vérifier la valeur du bien. Il ne faut pas que ce soit supérieur, la valeur du bien que vous achetez à l'étranger supérieure à la valeur du bien en France. Donc là, il faudra vraiment une consultation pour ça, pour voir si c'est possible. Pensez beaucoup aussi au démembrement du bien. Donc ça, c'est des solutions aussi à regarder, comme la structure, hein, SCI, SARL. On peut commencer à regarder à partir de 500 000 euros pour avoir des partenaires bancaires bien affûtés sur le sujet. Comme je vous disais, à partir de 54 ans, elles commencent quand même, les banques, à vouloir connaître votre plan de retraite, comment vous allez vous verser vos revenus. Donc en général, elles capent les revenus à 54 ans à 60% pour anticiper vos futurs revenus à la retraite, pour s'assurer que vous êtes en pleine capacité d'absorber la mensualité de prêt. D'accord. Il est également très important, hein, d'être assuré à cet âge-là et c'est vrai que ça a du sens aussi d'être entouré d'experts. Donc, à 50, 60 ans, là aussi, l'assurance va être un sujet parce que généralement, les sujets de santé commencent à apparaître. Donc, on peut avoir eu une petite tumeur, un petit truc, un petit diabète, eczéma, des choses anodines ou parfois un peu plus graves, comme dans le cadre des tumeurs bénignes ou malignes. Eh bien, sachez que tout ça, c'est vraiment vu au sur-mesure, dans des, dans des process qui sont sur mesure pour chaque personne et qu'on trouve des solutions adaptées à tout âge et à toute pathologie. Il n'y a plus aucun problème aujourd'hui. À une époque, je sais qu'on avait des problèmes pour assurer des gens qui avaient le sida, par exemple. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un sujet. Voilà, par exemple, donc, tout ça, ça évolue énormément. Quand je parle de DCPTIA et ITT, IPT, IPP, donc c'est deux blocs d'assurance. Pour le locatif, on va demander que le DCPTIA. Et pour tout ce qui est résidence secondaire et principale, on va demander en plus l'ITT, IPT, IPP. Donc tout ça, c'est les trois niveaux de maladie, invalidité à 33% et à 66%. Voilà. Donc, on vous expliquera si vous voulez nous appeler ou quoi. Je peux juste rappeler ce que c'est les acronymes ITT, IPT, IPP, DC, PTIA. Alors, ITT, c'est incapacité temporaire totale. IPT, c'est incapacité partielle totale, partielle temporaire, pardon. Et IPP, invalidité partielle et permanente. Voilà. Et on va jusqu'à 85-90 ans, bon, même plus parfois. C'est une question de coût après, justement, où il faut vraiment trouver le bon tarif. Voir avec le taux d'usure également. On vous a remis le schéma type, hein, d'obtention de prêt et aussi du déroulement de l'acquisition en France. Bien évidemment, la validation de votre financement, c'est le plus important en amont pour pouvoir sereinement aborder un projet immobilier, quel que soit votre âge et votre situation familiale. Quelques petits points rapides sur carte financement. Oui, les engagements Nos engagements, de nous, votre c'est la société. disponibilité, la réactivité. Très rapidement, vous dire si le projet est envisageable et pourquoi ça ne l'est pas. Toujours avoir des réponses. Voilà, vos chances de succès, c'est vraiment nous donner le plus d'informations possible. Nous avons une plateforme en ligne qui est vraiment dédiée au remplissage de votre dossier, qui est vraiment dédiée à la clientèle internationale. Voilà, sous 48 heures, vous avez un retour de nos équipes. Je connais bien, je valide. Les engagements de Valorama, donc nous aussi, on travaille en général, et c'est ce qu'on nous dit, de manière très réactive. Un tarif, ça se fait dans la demi-journée, vous l'avez, voire dans la demi-heure.
Alors, les points importants, c'est les process dématérialisés. On va très vite, tout se fait par email, donc pas du tout comme un courtier au coin de la rue ou dans un quartier comme on a l'habitude de connaître ou chez un gros assureur. Tout se fait par email et soit aussi par des process de signature en ligne. Voilà. Donc ça, c'est pour que les contrats soient édités de manière immédiate quand c'est possible. Et parfois, on met un jour ou alors 2 jours pour des dossiers où il n'y a pas de médical. C'est tout à fait possible. Les autres points, c'est les garanties de la territorialité. Quand vous êtes expatrié, il est très important que votre contrat il vous suive et que le jour où vous passez de la Belgique au Canada, parce que vous avez une promotion, eh ben, il est important que vous ayez un contrat qui vous suive. Donc ça, il faut faire attention. Certains contrats ne vous suivent pas avec vous là, dans le pays où vous allez. Il va falloir le redire à l'assureur. Donc, très important, nous ne travaillons pas avec ces contrats-là et nous, on veut des contrats qui sont adaptés à des expatriés et pour les mêmes tarifs. Donc, ce n'est pas plus cher pour ça, au contraire. Donc, voilà. En ce qui concerne les tarifs, ben, nous, on compare une trentaine de contrats. Donc, vous aurez les mêmes accès que les contrats d'un quelqu'un qui est à Paris et qui a investi à Paris. C'est la même chose, sauf que les contrats vont être dédiés pour avoir des aspects des conditions générales adaptés aux expatriés. Voici une présentation de l'équipe de carte financement. Pour vous donner une idée, on arrive fin 2019, voilà, on a financé une quarantaine de millions d'euros sur le pôle non résident. Nous avons aussi une activité qui est dédiée à la clientèle chef d'entreprise France et professionnels de l'immobilier et un pôle non résident que nous avons développé depuis maintenant plus de 10 ans. Sachez, à titre d'information, on a fait un point sur les pays que nous avons financés le plus. Donc les Français des Royaume-Uni sont de loin les plus nombreux. Ensuite, toujours les Français des États-Unis, hein, c'est voilà, le deuxième. Et nouvelle entrée des Français de Chine, voilà, de plus en plus nombreux à s'expatrier en Chine. Et puis, grâce à vous, vous nous faites voyager sur des nouvelles destinations. Donc, on a reçu par exemple à l'Islande, la Jordanie. Voilà, bah, merci beaucoup en tout cas de nous faire voyager. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Voici la présentation de l'équipe de Valorama. Ben, nous aussi, on ne fait que ça, donc d'assurer des expatriés ou des étrangers dans le monde entier. Notre premier pays, ben, c'est aussi l'Angleterre, c'est comme vous, bon, c'est logique. Après, nous, on va pas avoir, on va moins avoir de problèmes pour les pays des États-Unis. On n'a pas ce souci trop de FATCA. Donc, c'est pas les mêmes exigences, mais on rejoint à peu près vos pays, mais on couvre le monde entier et l'Europe, donc les États-Unis, l'Espagne, la Belgique beaucoup, et puis la Suisse. Ah oui, la Suisse, très nombreux aussi. Voilà. Et donc notre équipe est là et on parle beaucoup de langues, même si en Europe, bon, on va parler français et anglais. On est des passionnés de l'international. Voilà. Donc, donc je reviens en arrière. Nos emails sont en bas. Vous verrez donc pour carte financement et pour Valorama, contact@valorama.fr. Mais contact@cartefinancement.com. voilà. Ou alors Laure Lewis, Comme elle Lewis, cartefinancement.com. Vous aurez donc les webinars qui vont vous être envoyés. Merci d'avoir suivi ce webinaire. On va répondre aux questions maintenant. Donc, alors, quels sont nos tarifs concernant carte financement? Ça va être 1% du montant financé avec un minimum de 2 000 euros. Donc ça, c'est pour les frais de dossier, les prêts immobiliers, oui. Mais toute consultation est gratuite, bien évidemment. Oui, bien sûr. Toutes les consultations sont gratuites. De notre côté aussi, les devis sont gratuits. En général, les tarifs, ça dépend de l'âge, mais ça va aller de 0,05 à 0,30 pour toutes les garanties et 65 ans.
des choses comme ça, mais voilà, en général, grosso modo, on arrive à être en général 2 fois moins cher que les tarifs classiques Confirme. d'assurance. Voilà. Alors, on va prendre le taux zéro. Est-il possible? En tant qu'expatrié, non. Vous n'avez pas le droit au prêt zéro en tant qu'expatrié, puisque c'est des prêts réglementés par le gouvernement qui s'adressent aux ménages français Ah oui, qui sont le prêt à taux fiscalisés en zéro. France et qui payent des impôts en France sur leurs revenus de travail et non leurs revenus fonciers. Donc, il n'y en a pas de taux zéro hein, pour les expatriés. On approche quand même le taux zéro. Hein. Quand je vous ai annoncé du 1%, on est quand même sur des taux très très bas, très favorables. Sachant que c'est dégressif. C'est Ah ce que oui, c'est j'expliquais vrai, tout c'est à vrai. l'heure, c'est que Mmh. le 1,13, c'est pas vraiment du 1,13 qu'on paye sur 20 ans. Intéressant. La SCI est-elle intéressante en dessous de 500 000 euros? Est-ce qu'on peut répondre à ça? Bah, Techniquement, oui, oui, puisque techniquement, oui. C'est juste trouver le partenaire bancaire qui accepte d'ouvrir le compte à la SCI parce que c'est juste informatiquement, c'est plus compliqué pour certaines banques puisque c'est vu comme du pro et non du particulier. Donc, en mélangeant en plus du particulier, du non-résident et de la structure, on perd juste un tout petit peu plus nos banques. Mais en effet, hein, ça a tout à fait c'est son intérêt. plus c'est compliqué, moins il y aura de Voilà, banques tout qui vont simplement. qui vont avoir de l'appétit pour le dossier. Oui, Donc c'est parce qu'elles ont beaucoup de demandes aujourd'hui. voilà. C'est le contexte qui fait ça. Et beaucoup Voilà, de gens profitent des taux bas. Donc, tout à fait. l'apport est-il obligatoire? Obligatoire en tout cas alors pour passer par carte financement obligatoire, aujourd'hui, il est compliqué de s'entourer, nos partenaires bancaires en tout cas nous demandent un apport minimum. C'est de plus en plus rare de trouver une banque qui vous finance à 100 si vous êtes non résident en contrat local. Sachez-le, c'est de plus en plus rare. On peut mettre un contrat d'assurance vie en nantissement, donc en garantie du prêt. Alors non, parce que la banque voudra, parce que c'est une source de revenus également pour la banque. Donc, si vous êtes prêt Et chez la banque à prêteuse? chez la banque prêteuse, oui, oui, oui. Si Ouais. vous êtes éligible, bien sûr, à l'assurance vie en tant que non-résident, de, l'assurance groupe de cette banque. Certaines banques certains assureurs de banque ne souhaitent pas forcément, ouvrir de contrats d'assurance vie pour certains pays. L'Europe est moins touchée, En c'est vrai, Europe, a priori, peut-être la Suisse. c'est plus facile. En Peut-être Suisse, la c'est plus Suisse. dur. Mmh. Après, il y a bien sûr les contrats luxembourgeois qui sont possibles aussi, Ouais. qui sont plus souples surtout. Donc oui, quand la banque va le proposer, Oui, pas de souci, ça peut remplacer bien un sûr. apport. En Ouais. général, c'est du compte titre aussi. Oui, Mmh. bien sûr. OK. Hem, petite question assurance. À quoi s'expose-t-on en cas de maladie non déclarée pour l'assurance? Bah, c'est simple, à 2 choses. D'une part, c'est de ne pas du tout être couvert le jour où vous avez un accident. Donc l'assurance, en général, s'il faut verser 300 000 euros, ils vont regarder à 2 fois avant de les verser. Donc si vous dites que vous ne fumez pas et que vous êtes en fait, un fumeur occasionnel, ça peut se voir très facilement, heu et donc engendrer, une non-couverture. Le deuxième risque, c'est que, vous pouvez le jour où vous faites un deuxième emprunt, c'est que certains assureurs aient gardé votre déclaration comme une, fausse déclaration parce qu'ils ont recoupé et peuvent, vous blacklister pour les prochains dossiers. Ça peut exister, on l'a déjà vu. Voilà. Les assureurs ont certains liens entre eux, de par le biais des réassureurs, qui sont des pools d'assureurs et qui, parfois ont des informations qui sont mises en commun, à des niveaux plus hauts. Voilà. Alors, je vais reprendre la question. Excusez-moi si j'ai pas été claire. Donc, les donations, c'est tous les 15 ans, 100 000 euros par parent et par enfant. Voilà, Tous les 15 ans? tous les 15 ans. C'est pas tous D'accord. les ans, c'est tous les 15 ans. C'était Sarkozy qui avait lancé ça, je crois, au tout début. Je sais pas, j'étais pas née. Alors, vers qui ou doit-on se tourner pour une demande de prêt pour l'Espagne?
Établissement spécialisé pour les investissements expatriés ou directement contacter un Vous établissement pouvez, on bancaire a des local. contacts, on a des synergies parfois avec certains pays. En tout cas, moi, j'ai un contact à vous donner. N'hésitez pas à me contacter. Oui, on connaît bien tout ça. On ne fait pas de Ouais. prêt en Espagne. Après, on peut regarder pour des garanties déplacées sur un bien existant en France. Nous, on va faire des prêts en France, c'est ça? Vous faites des Oui, prêts en France? en prenant une garantie sur un bien en France qui Oui. vous appartient, libre de dette, qui n'est pas détenu dans une structure et qui est au moins 130% en valeur plus importante que le bien que vous achetez en Espagne. D'ailleurs, je pense qu'il est plus intéressant financièrement de faire un prêt en France que de faire un prêt en Espagne. Est-ce que je me trompe? Enfin, ça, Alors, c'est juste peut-être, l'apport en Espagne qui est plus important hein, parce que donc, l'acheteur non résident qui achète en Espagne, je crois que c'est 30% d'apport. Et les taux, c'est beaucoup de taux révisables, je pense. Ah oui. Donc, avec une forte. Et je crois que c'est 15 ans maximum. C'est pas des longues Ah durées. oui, oui. Et oui, les frais de notaire aussi sont plus chers. Oui, c'est 12% en général. Donc finalement. Enfin, selon mon expérience. Donc, c'est bien une fois tous les 15 ans la donation, oui. Bah, excusez-moi si c'était pas tous les ans. Hein, alors, c'était donc tous les 15 ans, 100 000 euros par parent et par enfant. Et avec un document CERFA. Voilà. Une demande de prêt en France pour acheter en Espagne. Oui, oui. Je pense qu'on peut acheter en Espagne avec un prêt en France. En faisant une garantie déplacée sur un bien qui vous appartient, libre de dette. La garantie doit être prise sur un bien en France. Qui vous appartient. Qui n'a pas d'hypothèque a priori. Hein, voilà, sans prêt dessus. Et qui a une valeur d'au moins 130%. Et oui, il faut que le prêt minimum déjà soit de 150 000, donc il faut que le bien soit au moins entre 200 et 250 000 euros en termes de valeur. Ouais. Voilà. Pour des trop petits biens, ce ne sera pas vraiment des dossiers intéressants pour les banquiers. Voilà. Mais oui, ça se fait. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? L'apport de 15 à 30% semble très élevé. Est-ce dû au statut d'expatrié? Oui, c'est dû au statut d'expatrié. Très élevé, comme je vous l'annonçais, entre 15 et 30, c'est avec les frais de notaire qui sont déjà à 7,5%. Comme je vous expliquais, si on compare avec l'Espagne, quand on est non-résident, ils demandent 30% d'apport. Donc, ça reste quand même des quotités intéressantes. Sachez que nous avons aussi des solutions où vous pouvez emprunter 100%. Où il faut, bien sûr, comme on l'avait souligné, vous pouvez confier un contrat d'assurance vie ou un compte titre. Mais 15 à 30%, ça reste malgré tout raisonnable. Un bien étranger déjà financé ne peut pas être utilisé en tant que garantie en France. Non. Puisque en fait, les établissements bancaires français ne vont pas reconnaître et ne vont pas pouvoir prendre une hypothèque. Tu me dis si je dis une bêtise, sur un bien qui est sur un autre pays, parce que c'est pas les mêmes lois sur les prises d'hypothèques et autres, donc elles ne font pas. Par contre, la banque espagnole pourra faire sur un bien en Espagne, par exemple, mais avec des conditions espagnoles, donc des taux espagnols et voilà. Est-ce qu'un taux d'endettement d'environ 36-37% est acceptable? Alors 36-37% après projet, c'est-à-dire après avoir inclus la nouvelle mensualité, c'est acceptable. Tout dépend du reste à vivre. Donc ce ne sera pas forcément acceptable si, je vais prendre typiquement, si vous avez un salaire de 3 000 euros et votre charge est de 1 000 euros. Là déjà on est à 33% d'endettement. Il faut que ce soit des gros faut que ça revenus. Reste, faut que le reste à vivre à 36-37, il faut qu'il y ait un beau reste à vivre, voilà, tout simplement. Après, c'est difficile de vous donner des chiffres, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut même aller jusqu'à 39, voire 40, hein, sachez-le. Mais tout dépend du reste à vivre. Et surtout de l'apport et du patrimoine financier. Voilà, ça, c'est aussi important. En comptant les mensualités, tout à fait. Oui. Tout à fait. Toute l'opération prise en compte, les revenus et les mensualités du prêt. Et bien évidemment, attention, on prendra en compte le futur revenu locatif, pondéré entre 70 et 80%. Donc, on le prend toujours en compte. Oui, c'est pris en compte, les revenus futurs de l'opération. Avec une petite marge basse. Bien sûr que, alors je réponds à Olivier, peut-on acheter en France pour réaliser une location sans faire cet achat une résidence principale? Tout à fait. Tout à fait.
pouvez faire de l'investissement locatif. On a des dossiers d'achat de résidence secondaire, locative, résidence principale. Tout est possible quand vous êtes expatrié. Il n'y a pas d'opération spécifiquement dédiée aux non-résidents. Après, c'est plus si le bien est atypique. Je pense notamment, vous êtes de temps en temps, vous nous contactez pour des locaux commerciaux, ça arrive en tant que non-résident, donc c'est pas tout à fait pareil. Il y a plus de vacances locatives sur un local commercial. Vous avez moins de chances de le louer. Après, tout dépend de l'endroit. Ça demande un tout petit peu plus de professionnalisme pour juger de la qualité du bien. Donc c'est vrai que souvent, on demande beaucoup plus d'apports pour un local commercial et une durée souvent plus courte en termes de prêt. Donc on demande 30% et 15 ans en général en termes de durée. Pour les questions sur les taux d'imposition, ce type de société ou des choses comme ça, tout ça, ça correspond à des cas personnels et on peut y répondre par email ou par téléphone. Vous vous redirigez vers un fiscaliste si vous avez besoin. Mais en effet, donc vous serez imposé en France, même si vous êtes non-résident, sur vos revenus fonciers si vous faites du locatif. Après, il y a des schémas qui sont parfois intéressants, même quand vous êtes non-résident, notamment la location meublée non professionnelle, qui vous permet de déduire beaucoup de choses pour éviter de payer trop d'impôts sur votre revenu foncier. Avez-vous d'autres questions? Mail direct pour prendre. Oui, bien sûr. Donc, Laure, c'est @lewis. @cartefinancement.com. Là, vous l'avez sur la page actuelle. @lewis @cartefinancement.com. Et pour les assurances, vous pouvez m'envoyer un email à contact@valorama.fr. Ça va directement chez moi. Je pense que... Donc, je remets. Voilà. Merci beaucoup. Le montant de la donation autorisée est-il le même pour les résidents? Oui, c'est le même. Super. Merci. Ok. Voilà. Je pense que si nous vous avez allons des conclure. questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va être disponible cette semaine pour répondre par email ou par téléphone. Aucun problème. On est dans le même créneau horaire. Donc, n'hésitez pas à nous appeler avec plaisir. Ah, de Valencia. Ah, Valencia. Muy bien. Oui, n'hésitez Merci pas à à dire vous. d'où vous venez, c'est toujours sympathique. Il fait beau à Valencia. Bon, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous.